Merci, Monsieur le Président. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majidun. Que Dieu, créateur de ce monde et de celui de l'au-delà, nous mette sur le chemin de la vérité, du pardon et de la réconciliation. Dans ce pays, la Guinée, nous avons connu, nous avons vu le procès des gangs. Nous avons vu le procès des mutins, le procès d'Alpha Condé, opposant. Aujourd'hui, le procès des événements du 28 septembre. Que de crises majeures qui ont débouché sur des procès retentissants. Prions Dieu qui répande sa grâce sur la Guinée afin que ce pays se normalise enfin. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, distingués avocats de la partie civile et de la défense, si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas non plus pour disculper. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer, ce n'est pas pour anéantir. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement parce que je tiens aussi à livrer ma part de vérité dans un événement qui est endeuillé et qui endeuille des familles entières, un événement majeur de l'histoire de la Guinée, les événements du 28 septembre 2009. En effet, Monsieur le Président, le lundi 28 septembre 2009, j'étais correspondant de la BBC, j'étais reporter. Un reporter a la ponctualité dans son ADN. Il ne vient pas en retard. Surtout un reporter d'une chaîne internationale. Donc très tôt le matin, je suis arrivé à Dixine. Et à Dixine, j'ai trouvé un petit groupe de manifestants. Ils n'avaient pas commencé de manifester, il n'y avait pas de manifestation, mais ils se regroupaient. C'était un petit groupe. Quelques minutes après, j'ai vu arriver le colonel Kieboro. À l'époque, je crois qu'il était commandant. Le colonel Kieboro arrive, il est applaudi. Il est acclamé par le petit groupe. Il n'était pas nombreux. Le colonel Kieboro essaye de dire aux jeunes de ne pas manifester ce jour-là, que ce n'était pas le jour qu'il fallait manifester. C'est un jour historique pour la Guinée. Il fallait rentrer, ou en tout cas reporter la manifestation, mais pas ce jour-là. Et puisque les discussions entre le colonel et les jeunes, disons que la discussion montait en intensité et que le message du colonel ne passait pas du tout, parce que les jeunes lui ont dit non, c'est ce jour-là qu'on doit manifester, justement ce jour historique-là qu'on doit manifester. Évidemment, le colonel, je l'ai vu faire un geste de la tête. Il a fait un geste de la tête, il s'est retiré. Dès qu'il s'est retiré, il allait vers sa voiture. Dès qu'il s'est retiré, les policiers et les gendarmes qui étaient déployés là-bas ont lancé des gaz lacrymogènes, ont dispersé le petit groupe. Et nous tous, nous avons été dispersés. Mais la dispersion était violente quand même.
parce qu'il y a eu des interpellations. Il y a eu des journalistes qui ont eu leur matériel brisé, cassé sur le goudron, notamment Mokhtar Ba de RFI. J'étais à côté lorsque les policiers ont brisé son matériel. Moi, j'ai continué en allant vers l'université. J'avais mon sac en bandoulière. J'ai continué, personne ne m'a touché. Personne ne m'a frappé. Mais il y avait vraiment de la violence. Là aussi, c'était la panique. Donc, moi, je prends la direction de l'université et d'autres journalistes aussi prennent la direction de l'université, puisqu'entre-temps, les leaders politiques étaient réunis chez Jean-Marie Doré, qui était le porte-parole de l'opposition, disons des forces vives à l'époque. Et donc, nous avons pris la direction du stade, non pas du stade, mais de l'université, c'était dans le but d'aller chez Jean-Marie Doré et retrouver les leaders. Je n'arriverai pas chez Jean-Marie Doré, puisque je vais trouver les leaders politiques, les leaders des forces vives, stoppés par un cordon de policiers au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Si vous venez vers l'hôpital Donka, au niveau de la deuxième porte, il y a un petit carrefour, et après la fondisse, et donc ils étaient bloqués là. Entre-temps, le colonel Thieboro arrive. Il marchait, mais accompagné de 2 pick-up, au moins de 2 pick-up de la gendarmerie. Mais il marchait, il n'était pas dans une voiture, il marchait. Il vient, il trouve les leaders et les policiers. Une discussion s'engage entre lui et les leaders. Sidya Touré lui dit il faut nous laisser aller au stade, dire à nos militants ce que nous pensons de la transition. Et puis après, ils n'ont pas de bâton, ils ne sont pas armés. Laissez-nous aller au stade, à l'esplanade précisément, c'était à l'esplanade. Il a parlé de l'esplanade. Laissez-nous aller à l'esplanade, nos militants ne sont pas armés, ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas de gourdin, ils n'ont pas d'armes. Nous allons leur dire ce que nous pensons de la transition et ils vont se disperser, ils vont partir. Le colonel lui dit non. Lorsque le président vous a appelé hier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Sidya Touré lui dit, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il souhaiterait que la manifestation soit reportée. Mais je ne pouvais pas reporter parce qu'il était 1h. Le colonel, je reprends une extension, c'est mon, il dit, non, ce n'était pas 1h, j'étais assis à côté. Ce n'était pas 1h, j'étais assis à côté. Et d'autres leaders comme celui d'Alain Diallo et Mokhtar Diallo, des nouvelles forces démocratiques NFD, se sont aussi lancés dans la discussion. Elle était très houleuse. Et finalement, je crois que le colonel a perdu son sang-froid parce que je l'ai entendu dire celui qui parle encore, permettez-moi de dire cette expression, je lui rentre dedans. Celui qui est mal élevé, moi, celui qui est mal élevé, mal éduqué, moi je suis bien éduqué. Que quelqu'un parle encore. Moi je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux responsables des partis politiques, je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux doyens, aux grands frères. Sur cet entrefait, puisqu'il y avait une marée humaine qui avait déferlé de la banlieue et qui avait appris que le leader était chez Jean-Marie Doré, la marée humaine s'est dirigée donc vers chez Jean-Marie Doré. La marée humaine a trouvé que les leaders se disputaient avec le colonel et le colonel a dit « Suivez-moi ». Il a dit au leader « Suivez-moi ». Le fait de dire « Suivez-moi », la marée humaine
les gens qui composent cette marée humaine ont pensé que le colonel voulait arrêter les leaders. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à lancer des projectiles sur les gendarmes. Parce qu'il était accompagné de gendarmes. Donc, ils ont commencé à lancer des projectiles. Lorsqu'il a dit « suivez-moi », les gens ont pensé qu'il voulait mettre en arrestation les leaders. Et ils ont dit, donc, ils ont lancé des jets de pierre. Les gendarmes ont évidemment riposté avec des gaz lacrymogènes. C'est la débandade, mais il y avait une marée tellement une marée tellement importante que les gendarmes ont fini par quitter les lieux. Je ne dis pas fuir, mais ils ont quitté les lieux, ils ont replié, parce qu'ils pouvaient continuer de tirer, mais ils ont replié, parce que la masse était importante. Et donc, cette masse compacte de militants qui voulaient manifester, qui étaient venus de la banlieue, de toute la banlieue, et les leaders se sont dirigés vers le stade. Ils sont allés, ils sont rentrés au stade, ils ont pénétré là-dedans. Moi, lorsque j'arrivais, les leaders étaient déjà installés à la tribune. Quand je suis arrivé au niveau de l'esplanade, lorsque les jeunes m'ont vu, ils m'ont escorté. Je peux dire que je suis quelqu'un de chanceux, de vénard, puisque probablement que je suis l'une des rares personnes à être escortée en entrant au stade et en ressortant du stade. J'en viendrai. Donc les leaders m'ont escorté. Ils étaient contents d'apprendre, de savoir que le correspondant de la BBC est là et donc il va couvrir l'événement. Je vais avec les jeunes jusqu'au niveau de la pelouse. Au niveau de la pelouse, comme je vous l'ai dit, les leaders étaient déjà installés à la tribune. Mais ils n'avaient pas commencé à livrer leur discours, leur message. Les jeunes, au niveau de la pelouse, j'ai vu que les jeunes priaient, qu'ils chantaient l'hymne national de la Guinée. Il y en a qui priaient, il y en a qui chantaient, il y en a qui étaient installés. C'était vraiment une joie extrême pour les manifestants. Après, les leaders ne pouvaient pas réellement... il y en a qui ont tenté de faire un discours, mais je vous dis sincèrement que voilà, personne ne pouvait entendre un discours prononcé par les leaders dans une ambiance indescriptible, dans un stade qui n'a pas de sonorisation. Il n'y avait pas de sonorisation. Aucune disposition n'avait été prise pour que les leaders se fassent entendre. Et donc, moi, dans ce brouhaha, il était presque 11h40. Et puisque je devais passer en direct à la BBC, dans BBC Midi, je m'étais déjà entendu avec la rédaction de Londres que à 12h, je devais passer. Donc, vers 11h40, j'ai quitté la pelouse pour aller derrière la tribune couverte. Pour chercher un endroit calme, je me suis arrêté sous un cocotier. Et c'est là que j'attendais l'appel de la BBC. Malheureusement, jusqu'à 12h20, j'avais chronométré, jusqu'à 12h20, je n'ai pas reçu d'appel. La BBC n'a pas pu me joindre. Donc, je ne suis pas passé en direct. C'est à partir de 12h20, précisément, que j'ai commencé à entendre les premiers tirs. Et ça devait être des gaz lacrymogènes. Lorsque ça a commencé à tirer, j'ai entendu les jeunes crier. Mais ils ne criaient pas parce qu'ils avaient peur, en ce moment précis. Ils se disaient, certains d'entre eux disaient, non, ça c'est de la musique, on est habitué. C'est de la musique, on est habitué. Mais progressivement, les tirs se sont intensifiés. Et lorsque la garde présidentielle, les militaires de la garde ont fait irruption dans le stade, évidemment que les choses ont changé. C'est en ce moment que la débandade s'est installée puisque ça tirait dans tous les sens. Et j'ai vu maintenant les gens courir. Ça courait dans tous les sens. Ça sortait n'importe comment du stade. Il y avait une bousculade folle. Moi, je n'ai pas bougé de là où j'étais. J'étais arrêté sous le cocotier. Je n'ai pas bougé. Et dans cette
dans cette ambiance de folie, où tout le monde a peur, où tout le monde se cherche. C'était comme une battue dans un village. J'ai vu mon ami à distance, mon ami Mokhtar Ba de RFI, il courait aussi. Je l'ai interpellé. Il m'a entendu et il est venu vers moi, il est venu me trouver. J'ai dit, nous, on ne court pas, nous restons là, nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des manifestants. Lorsque les militaires vont venir, le pire qui peut nous arriver, c'est l'arrestation. Honnêtement, c'est ce que j'imaginais. C'était le pire qui pouvait nous arriver, c'était qu'on nous arrête. Donc nous restons là. Nous avons nos badges, je dis, nous avons nos badges, on va les exhiber lorsque les militaires vont venir. Entre-temps, il y a un jeune soldat qui arrive avec son fusil. Il était très menaçant. Il nous demande qu'est-ce qu'on fait là-bas. Nous lui disons, nous sommes des journalistes, correspondants de BBC et de RFI. Il n'en parlait pas plus pour qu'ils se déchaînent sur nous. Et qu'ils disent et qu'ils crient, c'est vous qui vendez la Guinée à l'étranger, c'est vous qui parlez mal de la Guinée à l'étranger. Je vous le jure, il a braqué alternativement son fusil sur moi et sur Mokhtar. Il nous a agenouillés au même moment. Il nous a agenouillés, Mokhtar et moi, au même moment. Parce qu'il était très menaçant et que la violence, la déferlante violente était terrible, indescriptible. Je n'ai jamais vu pareil. Monsieur le Président, lors du procès des gangs, le juge Doura Chérif, que Dieu ait son âme, a demandé à un des accusés, un des principaux accusés, Mathias, mais qu'est-ce que vous avez pour qu'on ne vous identifie pas quand vous faites des opérations, qu'on ne vous reconnaisse pas? Qu'est-ce que vous avez? Mathias regarde le juge et lui dit, Finkari, le fusil. Il dit, Monsieur le Président, quand nous arrivons sur un endroit, sur un lieu, lorsque nous commençons nos opérations, vous ne pouvez pas nous reconnaître. Vous ne pouvez pas nous regarder. Oui, lorsqu'un civil qui n'a que son micro et son bic est face à un militaire déchaîné, acharné, il ne peut pas résister. Nous n'avons pas résisté. On nous a agenouillés, on nous a même, je crois, demandé à mettre les mains au dos. Et c'est à ce moment que j'ai eu peur, Monsieur le juge, Monsieur le Président. Parce que là, à cet instant précis, j'ai pensé qu'il voulait nous exécuter. C'est entre-temps qu'un militaire plus gradé que ce soldat est arrivé. Il est arrivé au bon moment parce que, je vous dis franchement, c'était très chaud pour nous. On suait, Mokhtar et moi, on suait à grosses gouttes. On était à terre, agenouillés. Personne d'entre nous ne pouvait résister. Lors des événements du 2 et 3 février 1996, permettez-moi de faire un peu d'histoire. Lorsque les mutins sont arrivés au niveau du ministère des Finances et de la Banque centrale et qu'ils ont déployé leur arsenal militaire et qu'ils ont visé à l'époque le palais, l'actuel palais Mohamed V, qu'on appelait bon, c'était pas le nom à l'époque, je ne trouve pas le terme, l'expression. Lorsqu'ils ont visé le palais, en tout cas le général Conté avait son bureau là-dedans, et qu'ils ont pilonné, ils ont bombardé le palais. Le général Lansana Conté, qui est militaire aguerri, qui fut un militaire aguerri, puisqu'il a fait la guerre d'Algérie. Il était aussi dans les tranchées en Guinée-Bissau.
avec les combattants du PAIGC. Quand il a compris que le rapport de force n'était pas le même, que sa garde était moins armée que les mutins, il a demandé à la garde de ne pas bouger, de ne pas riposter. Et c'est ce qui l'a sauvé. Il n'a pas riposté. Il est sorti comme ça, les mains à l'air. Il s'est fait capturer. Il a été conduit au camp Alpha Yaya. Monsieur le Président, un civil face à un militaire déchaîné ne peut pas résister. Lorsque ce militaire plus gradé que ce soldat qui nous avait agenouillés, Mouktar et moi, est arrivé, et c'est vraiment là le miracle de Dieu, cet officier que je ne connais pas, que je ne peux pas identifier, s'il est là aujourd'hui, je ne peux pas l'identifier, mais que je remercie vraiment, vivement, que je remercie de tout cœur. Il a dit aux soldats, laisse-les, je les connais, ce sont des journalistes, nous étions ensemble à la baie. Heureusement que nous étions allés à la baie. Je me suis dit que si je n'avais pas été à la baie, la mort serait venue à moi. Je reviendrai plus loin sur la baie. Et donc, le militaire, le jeune soldat, il nous a laissés. Et j'ai dit à l'officier, mais je dis pourtant, on lui avait dit que nous sommes des journalistes. Et l'officier réplique pour dire, oui, vous savez, comprenez-le, en pareille situation, c'est des choses qui peuvent arriver. Et l'officier en question a commis un policier qui portait la tenue de la police routière. C'était le seul que j'ai vu là-bas qui portait la tenue de la police routière. Et je me suis demandé qu'est-ce que lui aussi il fait dans ce Capharnaüm. Mais même le militaire, l'officier qui nous a sauvés, notre sauveur, il était en train de tabasser, de violenter, de se jeter sur de pauvres jeunes manifestants. Alors qu'il savait qu'on était journaliste, c'est lui-même qui l'a dit, il nous a sauvés, mais il violentait aussi. Et donc le policier qui l'a commis à la tâche de nous escorter avait une branche en main, puisque la garde, les militaires étaient déployés sur tout le parcours qui menait à la grande sortie, au grand portail du stade. Le policier avait peur, c'est ce que j'ai compris. Oui, évidemment, en pareille situation, tout le monde a peur. Le policier n'était pas armé, et puis c'est un policier de la garde, ce n'était même pas un policier d'élite. Il avait peur aussi. Et il disait journaliste. À chaque mètre, journaliste. Journaliste. Et il disait ça pas à nous, mais aux militaires, aux bérets rouges. Journaliste. Journaliste. Et lorsqu'il nous conduisait sur le chemin de la sortie, sur la route, disons, sur la sortie, en sortant, on voyait, j'ai vu des corps allongés, j'ai vu des personnes tuées, mortes, des corps inertes, les yeux hagards tournés sur le soleil. J'ai vu des personnes blessées qui criaient à l'aide, je ne pouvais pas les appuyer, je ne pouvais pas les assister. Je ne pouvais même pas dénombrer le nombre de victimes que je voyais, parce que la violence se poursuivait, ça repit. Et lorsque je disais à mon ami Mouktar, regarde, 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 il me disait, je ne regarde pas, je ne regarde pas. On continuait la marche, tellement que ça effrayait, c'était effrayant. Arrivé au niveau du grand portail, le policier qui avait peur comme nous, et je le comprends, hein, il soulève les deux bras à l'air, il dit, ma mission s'arrête ici. Ma mission s'arrête ici. Mais non, sa mission ne s'arrêtait pas là-bas. Mais puisqu'il avait peur aussi, évidemment, lui, il n'est pas armé, il est policier de la police routière, en tout cas c'est la tenue là qu'il portait. Qu'est-ce qu'il pouvait aussi devant ces militaires déchaînés? Il ne pouvait rien. Mais quand il a dit, ma mission s'arrête là, il s'est retourné à l'intérieur du stade, avec sa branche. Mais entre le grand portail et la route, pour arriver au quartier L'Andrea,
c'est une distance peut-être de moins de 100 mètres. Mais pour traverser cette distance-là et se retrouver de l'autre côté à l'Andrea, sur l'autre côté de la route, vraiment c'était une éternité. Là aussi, je suis allé vers une militaire, laissez-moi utiliser cette expression, une militaire, une femme militaire, grande de taille, que je ne connais pas, que je ne peux pas reconnaître, mais que je remercie. Tout le monde, tous ceux qui étaient là-bas ce jour-là n'étaient pas mauvais. Hein. Parce qu'elle, quand je lui dis, nous sommes des journalistes, aidez-nous à traverser. Elle nous a aidés sans nous le dire, sans dire, d'accord, je vais vous aider. Peut-être qu'en nous disant, elle allait avoir des problèmes avec les autres militaires, mais ce qu'elle a fait, c'est de prendre son fusil de façon horizontale, comme ça. Elle a pris le fusil, elle dit, dégagez, 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 dégagez. Donc, elle nous a dégagés comme ça jusqu'à ce qu'on traverse la route. C'est comme ça qu'elle nous a aidés. Et après, elle s'est retournée. Donc, elle nous a aidés par la manière, mais sans dire, je vais vous aider. Parce que peut-être que ça allait lui créer des problèmes. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons traversé la route, c'est vers, on était en face de la petite station de Dixine, là, la station Total, je crois. Il nous fallait continuer. Et on pensait qu'on était sauvés. C'est là où nous tombons sur un groupe de gendarmes, habillés en body noir, en t-shirt noir. Les gendarmes, nous leur disons aussi, nous sommes des journalistes, correspondants de BBC et de RFI. Là aussi, le même déchaînement que le jeune militaire à l'intérieur du stade. Ils se déchaînent, eux aussi, ils disent la même chose. C'est vous qui vendez la Guinée à l'étranger. On va vous faire la fête. Vous allez voir ce qu'on va vous faire, ce qu'on va faire avec vous. Ils se sont rués sur nous, ils ont pris les téléphones, ils ont pris l'argent qui était dans nos poches. Et comme toujours, Dieu, il arrive au bon moment. Entre-temps, il y a un militaire, pas un militaire, pardon, un gendarme qui se retire du groupe, qui me prend la main droite comme ça. Il prend la main droite comme ça, gentiment, vraiment sans violence. Il me prend la main droite sans violence, gentiment. Je me demandais qu'est-ce qu'il voulait faire. Il sort un poignard de sa poche. Il tient le poignard par la lame et il m'assomme ici avec le manche du couteau. Avec un coup vraiment violent, un coup violent. Instantanément, immédiatement, automatiquement, la main s'est enflée. Et il voulait prendre mon sac pour voir ce qu'il y avait dans le sac. Et là, j'avais peur, parce que j'avais mon matériel de reportage à l'intérieur. Et je ne voulais pas que ce matériel soit touché, parce que j'avais enregistré des sons. Moi, je suis journaliste radio. Comme on dit chez nous, dans notre jargon, la radio, c'est le son, et le très bon son. Et j'avais enregistré du très bon son. Et j'avais ça dans mon appareil. Et je ne voulais pas que cet appareil, ce matériel tombe entre les mains des policiers ou des gendarmes ou des militaires. Donc, il était en train d'ouvrir, mais souvent je prends la précaution de ne pas mettre, parce que le sac était, il y avait 3 poches à l'intérieur, le sac avait 3 poches, et je prenais soin d'éparpiller le matériel à l'intérieur. C'est juste des mesures de précaution. Lorsque je partais pour un reportage où je présume que ça pouvait dégénérer. C'est au moment où, donc, il était sur le point d'ouvrir le sac, que Cathy, le jeune Cathy, qui était du protocole du capitaine Dadis, a surgi. Il a sorti son badge CNDD. Il a dit, laisse-les. C'est des journalistes, je les connais. Je suis du CNDD. Il a sorti son badge. Il s'est imposé. Il a parlé avec beaucoup d'autorité. Et le gendarme et les autres gendarmes, ils nous ont laissés. Mais je dis à Cathy, mais il a pris mon téléphone. Il a pris mon téléphone. Il dit qui? J'ai indexé le gendarme en question. Il a interpellé, Cathy a interpellé le gendarme.
Et Cathy observait impuissant. Je précise que Cathy observait impuissant la violence qui s'abattait sur les manifestants. Et donc, il me dit qui a pris votre... Je dis c'est lui. J'ai indexé le gendarme. Il a interpellé le gendarme est revenu, il l'a rencontré, il a sorti de sa poche plusieurs téléphones qu'il avait brigandés. Je présume des téléphones qu'il avait brigandés. J'ai reconnu mon téléphone, j'ai pris mon téléphone. Et j'ai dit à mon ami Mouktar, viens prendre ton téléphone. Il a préféré continuer. Sur l'Andrea. Moi, j'ai récupéré le bien et Suzaï le retrouvé. Nous sommes allés nous retrouver au domicile de Maître Amara, Bangoura. Pourquoi? Parce que Maître Amara Bangoura, l'un de nos amis avec lesquels nous étions dans pour la couverture de cette manifestation, Abdraman Diallo, qui couvrait la manifestation pour la West Africa Radio, qui était basée à Dakar et qui couvrait la Mano Riva, les pays de la Mano Riva, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, mais aussi ils avaient ajouté le Sénégal. C'est une radio qui faisait la promotion de la paix et qui était financée par Osiwa. Et Abdraman était le représentant de Osiwa ici, pardon, de cette radio ici. Et Abdraman donc était avec nous au stade. Abdraman était un beau fils de Maître Amara. Et donc, nous étions avec Abdraman. Lorsque Maître Amara nous a vus, évidemment, il nous a accueillis chez lui, chez eux, dans la famille. Pendant toute la journée, une bonne équipe de reporters, Mouktar Ba, Amadou Diallo, Abdraman Diallo, Alassane Silla. Alassane Silla était le correspondant du service anglais de la BBC. La BBC avait deux correspondants ici, moi pour le service français et Alassane Silla pour le service anglais. Donc, Aboubakar qui couvrait l'événement pour le Lynx, mais aussi pour l'une des plus grandes agences du monde, c'est EPI, Associated Press, c'est une agence de presse américaine. Donc, nous nous sommes retrouvés là, pendant toute la journée, on a mangé là, ils nous ont donné à manger. Et nous remercions, je profite pour remercier la famille de Maître Amara pour nous avoir reçus ce jour-là, pour nous avoir sauvés, parce que les militaires continuaient de pourchasser les gens dans le quartier L'Andrea. Après la manifestation, après avoir dispersé la manifestation, ils ont continué, ils sont rentrés dans le quartier et ils dispersaient, non pas ils dispersaient, mais ils traquaient les manifestants, ils traquaient les jeunes supposés venir du stade de la manifestation. Nous, on nous a gardés là. Et nous avons transformé la cour et le salon de la famille de Maître Amara en salle de rédaction. Tous les papiers, on avait travaillé, tous les papiers que nous avons produits ce jour pour nos différentes rédactions sont partis de là, de chez Maître Amara, salon, cour. Parce que malgré que nous avions été violentés, malgré le traumatisme, malgré tout ce qu'on a vu, l'horreur, c'était même l'horreur, l'hécatombe qu'on a vu, qu'on a subi, il nous fallait travailler parce que nous représentons des stations internationales, nous sommes les yeux et les oreilles des auditeurs, nous étions attendus, il y a un événement majeur à Conakry où les militaires ont massacré des centaines de personnes, c'est la une de l'actualité, c'est la grosse une de l'actualité. Le reporter qui est là, il ne peut pas dormir, il ne peut pas aller se coucher ou se... Non. Donc on était attendu, il fallait qu'on travaille, on a travaillé dans ces conditions-là. Vers 18h, 19h, nous avons décidé de quitter la famille de Maître Amara puisque la tension avait plus ou moins baissé, qu'il y avait moins de tirs. Et nous avons pris nos voitures pour retourner, pour rentrer chez nous. Mais le chemin était dangereux. Il n'y avait personne, il n'y avait plus personne dans la circulation. Il n'y avait que des camions militaires qui patrouillaient. Quand vous sortez ici et que vous ne voyez personne, que vous soyez seul
sur la circulation, ça fait tellement peur. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que des camions militaires. Et donc, nous avons pris la route, nous sommes rentrés. Moi, j'ai déposé Abou Bakr chez lui. Il était à Nongo, je crois, à l'époque. Il habitait à Nongo. Je l'ai déposé à Nongo, malgré cette situation. Et je suis revenu chez moi à Kapororaï. Mais je n'avais pas fini avec le calvaire, Monsieur le Président. Quand je suis arrivé, j'étais dans tous mes états. Je ne peux pas vous décrire l'état psychologique dans lequel j'étais. Je n'ai pas le verbe pour ça. Je n'ai pas le vocabulaire pour ça. Je ne pouvais pas vous décrire mon état psychologique ce jour-là. Quand je suis arrivé, je suis descendu de la voiture, que le portail a été ouvert, que je suis descendu de la voiture et que mes enfants et mon épouse m'accueillent dans la cour. J'ai sorti, je leur ai montré mon bras qui était tuméfié. Et j'ai dit à mes enfants, j'avais l'aîné et le cadet qui voulaient faire l'armée, je leur ai dit, personne d'entre vous ne sera militaire. Personne. Vous avez vu ce que les militaires m'ont fait? Ils ont dit, papa, nous avons compris, nous avons compris. Mais mon calvaire n'était pas terminé, Monsieur le Président, puisque quand je suis arrivé, je me suis installé, j'ai demandé comment va mon sac. Mais il se trouve, ils ont regardé, ils n'ont pas vu le sac dans la voiture, le sac n'était pas dans la maison, il n'est pas au salon, mais il est où? Bon Dieu. Je l'avais oublié chez Maître Amara, à Dixil. Or, il me fallait travailler. Il me fallait donc repartir chez Maître Amara à Dixil. Moi, je suis à Kapororaï. Il me fallait repartir donc à Dixil, chez Maître Amara. J'ai dit, je repars par mon sac. Ma famille s'est opposée. Ils ont dit, pas question. Je dis, j'irai prendre mon sac. J'ai enregistré. Il faut que je travaille. La BBC m'attend. Les auditeurs de la BBC m'attendent. Ça, c'était vers 20h maintenant. J'ai appelé la famille de Maître Amara parce que j'avais pris un contact téléphonique. Le journaliste, ce sont les contacts d'abord. J'ai demandé, est-ce que le sac est là-bas? Ils m'ont dit, oui, votre sac est là, monsieur Diallo. Il dit, déjà très bien. Je ne l'ai pas perdu ailleurs, il est là-bas, c'est déjà très bien. Donc, ma famille s'est opposée. Je dis, il faut que je parte. Et mon premier garçon, qui voulait faire l'armée, qui était au lycée, qui venait de passer le bac, a dit, papa, si vous devez sortir ici, on va sortir ensemble. Puisque si vous devez mourir, on va mourir ensemble. Je dis, mais fiston, qu'est-ce que toi tu peux faire devant ces militaires déchaînés? Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, si vous devez mourir, on va mourir ensemble. J'ai pris le risque de prendre le petit avec moi pour aller prendre le sac, puisque sinon c'était niet. Il n'était pas question que je sorte. Or, il me fallait sortir. Donc j'ai pris le risque de prendre mon garçon le premier, de le mettre dans la voiture, et nous avons encore repris la route pour aller chez Maître Amara. Là aussi, comme je vous le dis, il n'y avait plus personne, il n'y avait pas personne, non, même pas un oiseau, même pas un chien dans la circulation. Il n'y avait que des véhicules militaires. Donc nous arrivons chez Maître Amara, je descends de la voiture, lui reste dans la voiture, je n'étais même pas à la voiture. C'est une petite voiture 309, je crois. Et je sors, je vais prendre le sac, je récupère le sac et je reprends encore la route pour chez moi. J'arrive, je m'installe, je travaille, malgré cet état psychologique, mais j'ai écouté les sons que j'avais pris. J'ai appelé la rédaction pour dire que je suis rentré sur sain et sauf. Et on s'est accordé que je devais faire un reportage pour les éditions du matin. C'était donc le massacre du 28 septembre, c'était lundi. Donc mardi matin, dans la matinale du matin, il me fallait travailler. Donc j'ai produit mon reportage dans lequel on entendait des coups de feu, parce que j'avais arrêté ces coups de feu dans cette débandade-là. Mais ce reportage, lorsqu'il a été diffusé par la BBC le matin, dans les éditions matinales, évidemment, mon calvaire a commencé là. Non, il s'est poursuivi, parce qu'il avait déjà commencé le jour du massacre. Mais la diffusion de ce reportage m'a, disons, créé d'autres ennuis.
Parce que c'est à partir de là que la garde s'est mise à me chercher, à me traquer. Ils se sont dit donc il faut mettre la main sur Amadou. Et j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques. J'ai reçu 3 appels au moins significatifs. J'ai reçu le premier, le plus, je dirais, le plus significatif, c'était un appel de militaire de la garde du capitaine Dadis, qui connaissait mes enfants, qui connaissait chez moi, qui était ami à mes enfants, et qui a appelé mes enfants pour leur dire, est-ce que papa est là-bas? Ils ont dit oui, il faut lui dire de quitter, on a parlé de lui ici. Qu'il quitte la maison. Je connais chez vous, mais je ne veux pas indiquer. Effectivement, il avait été chez moi, rendre visite à mes enfants, moi je suis au travail. Quand il est arrivé, il est resté là avec les enfants, ils ont bavardé. Voilà, c'était des amis. Parce que comme je vous ai dit, 2 de mes enfants voulaient faire l'armée. Et il allait avec mes enfants d'ailleurs au camp, à l'époque. Donc, cet appel était significatif. Il a dit, dites au papa de quitter. J'ai reçu un autre appel d'un officier, d'un colonel aussi, qui m'a dit, Monsieur Diallo, lui, c'est moi qui l'ai appelé, il faut quitter. Votre sécurité n'est pas assurée chez vous, il faut partir, il faut quitter. Le 3e appel, c'est un ancien ministre du général Lansana Conté. C'était le dernier gouvernement qui a été renversé par la junte du capitaine Dadis. Il m'a appelé le mardi qui a précédé le massacre, puisque le massacre, comme on le dit, c'était lundi. Donc le mardi, à 23 h, il m'a appelé. Il me dit, tu es là? Tu es où? Je dis, je suis chez moi. Non, tu ne dois pas être chez toi, il faut partir. Il faut quitter. Je dis, mais pourquoi? Il dit, il faut quitter. Après, je te dirai pourquoi. Il faut quitter. Bon, je ne me suis pas décidé de... Non, je ne sais pas. Je ne voulais pas partir, honnêtement. 30 minutes après, il rappelle. Tu es encore là-bas? Je dis, oui, je suis là. Non, il faut quitter. Je dis, il faut quitter. Il parle avec insistance, avec beaucoup plus d'autorité. C'est en ce moment que j'ai pris la résolution, mon épouse et moi. Mon épouse, que je remercie, qui a géré toute cette situation. Puisque, je le dis, j'étais aussi avec ma maman, ma mère, qui était âgée et fragile, qui avait 90 ans, qui vivait avec nous dans cette maison et qui ne devait pas savoir que son fils a un problème avec les autorités. C'était très difficile. Les enfants étaient petits aussi. Ils ne pouvaient pas comprendre. Le plus grand était au lycée. L'autre, le cadet, il venait d'avoir le brevet. Le 3e, l'examen d'entrée en 7e année. J'avais 2 petits-enfants aussi, qui étaient, ils étaient très petits. Donc, c'était difficile pour mon épouse de gérer tout ça. Et c'est pour ça que je la remercie. Donc, je décide avec elle de quitter. Il était presque minuit. Mais dans un environnement funeste, dangereux, Monsieur le Président. Personne dans la rue, personne dans les quartiers. Tout le monde se tait. Elle prend la petite voiture. Je sors comme j'étais habillé. Elle m'a conduit chez un ami, Alassane Silla, j'ai parlé tantôt de lui, qui était le correspondant du service anglais. Il logeait derrière l'ambassade des États-Unis, à Coloma. Et elle m'a déposé là-bas. Elle a repris seule le chemin. Elle aussi, elle n'a rencontré que des camions militaires. Elle est rentrée. Moi, je suis resté chez Alassane Silla, mais si vous vous sauvez et vous ne sauvez pas votre famille, vous n'êtes pas sauvé, Monsieur le Président. Donc, il fallait prendre les dispositions pour que la famille aussi quitte la maison. Et donc, j'ai demandé à ma famille, à tout le monde, de quitter. Ma maman, je l'ai amenée, enfin mon épouse l'a amenée, puisque moi j'avais déjà quitté
à Ratoma, chez mon frère aîné qui habitait là-bas, qui est décédé, père son âme. Eux, les autres, ils sont sortis de la maison, ils ont pris la direction de Lansanaya, ils sont allés se réfugier dans une famille amie à Lansanaya. On a quitté le quartier sans que personne ne sache, sans dire au revoir à personne, parce que personne ne devait savoir qu'on a quitté le quartier, personne ne devait savoir où nous étions cachés. Après quelques jours chez Alachan Silla, la BBC a décidé de m'envoyer à l'hôtel. Je suis allé à l'hôtel, dans un hôtel à Taouya, sous une fausse identité. Oui, je ne pouvais pas dévoiler mon identité. Je suis allé dans cet hôtel à Taouya sous une fausse identité. Les journalistes font ça. Quand c'est difficile, ils prennent une identité, une autre identité. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment compliqué, c'était difficile. Donc, je suis arrivé là. Ce n'est pas Amadou Diallo qui s'est fait enregistrer à la réception, mais c'est un autre. Donc, je reste à l'hôtel une dizaine de jours. Et puis après, je suis sorti de l'hôtel. Ma famille, on s'est concerté et on est reparti à la maison. Mais nous ne sommes pas restés longtemps à la maison puisque la situation était terrible, était difficile. Madame ne pouvait même plus partir pratiquement au marché. Les enfants ne sortent plus, on est barricadés. Il y a des gens qui viennent dans le quartier en tenue civile pour demander où habite le journaliste Amadou Diallo. Il y en a même qui partaient au cyber infoline de Kipé où je travaillais. J'envoyais mes papiers, mes câbles par Internet pour demander le journaliste de la BBC ne vient plus ici. Donc on était barricadés pendant une semaine. Donc j'étais vraiment, depuis le mardi, le lendemain du massacre, je suis rentré dans la clandestinité jusqu'au jour où, et moi, et mon époux, et ma famille, jusqu'au jour où la BBC a décidé donc de nous exfiltrer pour aller à Dakar, au Sénégal. Mais là aussi, c'était compliqué. Il faut partir par quelle voie, par quel moyen? Fallait-il partir par la route? Ou bien il faut passer par l'aéroport? Avec la BBC, on a étudié la question, on a trouvé qu'il fallait partir par l'aéroport. Parce que par la route, à la frontière, on pouvait m'arrêter et ça pouvait être une arrestation sans témoin. C'était plus dangereux. À l'aéroport, si on m'arrête, il y a toujours des gens qui vont voir, il y a des témoins. Donc, la décision a été prise, l'option a été prise de passer par l'aéroport. Mais, puisque je devais aller avec toute la famille, sauf ma maman, qui, à cause de son âge, a jugé que ce n'était pas nécessaire d'aller avec nous, ma maman, elle m'a demandé de la ramener au village. C'est mon épouse qui va prendre le risque de la ramener au village. Et nous, elle va vivre juste une année. Et après, elle va mourir. Elle est morte une année après. Moi, j'étais déjà parti à Dakar, au Sénégal. Je n'ai pas pu voir les derniers instants de ma maman. Je n'ai pas pu. J'avais pu la revoir puisque j'étais revenu en 2010 pour couvrir les élections présidentielles. Envoyé spécial de la BBC. J'ai profité pour aller la saluer au village, à la baie. Mais après ça, je n'ai plus eu la possibilité, la chance de la retrouver, de la revoir. Et une année après, elle est décédée. Que Dieu ait son âme. Donc, mon épouse prend le risque de la déposer à la baie. C'était aussi risqué pour elle. Elle a pris le risque, elle est partie la déposer. Et le jour où nous devions donc quitter la maison, quitter Conakry pour le Sénégal, donc après que l'option de nous faire passer par l'aéroport ait été prise,
Il était donc question de passer par l'aéroport, mais de quelle manière? La famille devait être séparée, divisée, parce qu'il ne fallait pas qu'on sente qu'Amadou et sa famille sortaient du pays. Donc, la famille allait en première position, ils ont fait les formalités, et moi je suis allé en dernière position pour faire les miennes. Mais des instructions fermes avaient été données à toute la famille. Lorsque j'arrive à l'aéroport, personne ne vient vers moi. Pas madame, pas les enfants, même pas mon petit garçon qui n'avait que 3 ans. Même lui, on lui a dit, si papa arrive, tu ne dis pas, bon, tu ne viens pas vers papa. Tu ne connais pas papa, tu ne viens pas du tout. Et donc, quand je suis arrivé, effectivement, à l'aéroport, eux, ils avaient fini les formalités, ils étaient dans la salle. Ils n'étaient pas arrivés dans la salle d'attente encore, mais ils étaient dans la salle de formalités. J'arrive, j'avais un sac en bandolière dans lequel j'avais mon matériel de reportage, mon ordinateur et mon matériel d'enregistrement. Le petit garçon, et c'était très émouvant pour moi, très touchant, il m'a vu, il a dit à sa maman, maman, papa est arrivé. Papa est arrivé. Sa maman a dit, mais tu sais, tu ne dois pas aller vers papa. Il a dit, je connais. Il n'est pas venu vers moi. Mon épouse, les enfants, tout le monde, chacun est resté là où il était. Moi, j'ai fait mes formalités. Je suis rentré indépendamment d'eux. Dans la salle d'attente, je me suis installé derrière. Eux, ils étaient devant. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Jusqu'à ce que nous nous embarquions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions à l'intérieur de l'avion, à l'intérieur du vol, c'est en ce moment qu'il y a eu les retrouvailles, que les enfants sont venus vers moi. Ils étaient contents, ils se sont jetés sur moi. Je vais vous épargner de l'étape qui reste pour le Sénégal. Pour revenir sur l'étape de l'abbé, parce que j'avais dit que si j'ai été sauvé, c'est aussi parce que j'avais été à l'abbé. Donc, à l'abbé, le capitaine Dadis avait décidé d'aller à l'abbé. Mais l'ambiance était tendue, l'atmosphère était tendue. Parce que 2 jours auparavant, les jeunes de l'abbé avaient manifesté contre sa candidature éventuelle. Il a décidé d'y aller. Et nous, Mouktar Ba et moi, on est allés à l'abbé le vendredi. Le capitaine Dadis devait arriver le samedi, 26 je crois, 26 septembre. Nous sommes arrivés le 25, vendredi, puisque comme je vous ai dit, un reporter a l'ADN, dans son ADN, la ponctualité, le respect du temps, de l'heure et des engagements. Il ne peut pas venir en retard, surtout un reporter d'une chaîne internationale. Donc, vendredi, nous étions à l'abbé. Et à l'abbé, le vendredi, dans l'après-midi, dans la soirée, vers 16h-17h, ce que j'ai vu, le capitaine Dadis n'était pas arrivé encore. Parce que lui, il est arrivé samedi. Et le meeting qu'il a tenu, s'est tenu samedi, le 26. Le 27, pardon. Non, le 26. Le 26. Donc, ce que j'ai vu, c'était une scène surréaliste. Vers 16h-17h, nous étions au niveau du rond-point de ce qu'on appelait autrefois l'hôtel du tourisme. Et ce que je vois là, ce sont des militaires qui arrivent, qui descendent d'une petite voiture, qui ouvrent les portières, qui se mettent sur le capot, sur le coffre, sur le toit de la voiture et même sur les portières. Ils sortent des bouteilles d'alcool. Ils se mettent à boire en criant « Nous allons faire ici ce que nous voulons ». Ça, je l'ai entendu et je l'ai vu. On ne m'a pas raconté. Devant une foule médusée. Ça s'est passé devant une foule médusée.
Mais le capitaine Dadis n'était pas arrivé. Donc le capitaine Dadis arrive le samedi, le 26. Ce que j'ai trouvé d'impressionnant, le capitaine, quand il m'a vu en face de lui, il était très content. Parce qu'il se dit que, il avait même dit, le monde entier saura ce qui se passe ou ce qui s'est passé à la baie. Mon frère Amadou Diallo et mon frère Mouktar Ba de RFI sont là. Parce qu'il m'appelait toujours mon frère. Il avait beaucoup de respect pour moi. D'ailleurs, je dis, il avait même beaucoup d'admiration pour moi, le capitaine Dadis. Et il a eu l'occasion même de le dire. Il m'appréciait énormément. Et quand il m'a vu, franchement, il était aux anges, il était content. J'ai enregistré son discours. Pendant qu'il prononçait le discours, il y avait MiG, je crois MiG 21 de l'armée de l'air, qui faisait des exhibitions dans le ciel de la baie et dans l'enceinte du stade. Les gens, je pense que les gens avaient peur. Parce que je me demande est-ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre, de voir les exhibitions foudroyantes de MiG, de l'armée, dans un endroit comme ça, ou dans le ciel de la baie. Peut-être que même si ça se faisait il y avait longtemps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le camp des parachutistes sous Sékou Touré, il y avait un camp de parachutistes à la baie sous Sékou Touré. Peut-être que... Mais ça, il y a longtemps.